Chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères remerciements à monsieur le professeur Robert pour cette invitation prestigieuse. J'espère que je ne vous décevrai pas outrancièrement en ce début d'après-midi, car, comme vous le verrez rapidement, mon exposé n'est peut-être pas tout à fait dans la même ligne que les exposés de ce matin, mais j'avais prévenu les puissances invitantes de l'état de la question. Comme Borges l'avait bien observé il y a un demi-siècle dans son essai sur les anciennes littératures germaniques, la Heimskringla, ou Histoire des rois de Norvège, est sans conteste l'œuvre la plus puissante et l'une des plus attachantes que nous ait légué le Moyen-Âge scandinave. Composée vers 1230 par Snorri Sturluson, que l'on a pu à bon droit comparer à Thucydide, elle constitue pour l'Europe du Nord un monument aussi important que ne l'est pour le monde hellénique la guerre du Péloponnèse. Si elle relate des conflits parfois aussi féroces que ceux qui mirent aux prises les cités grecques à la fin du Ve siècle, l'histoire des rois de Norvège couvre une période beaucoup plus étendue que celle qui s'acheva par la capitulation d'Athènes. Le dessein de l'auteur islandais a été en effet de retracer la vie des fondateurs du royaume de Norvège, depuis les origines mythiques de leur dynastie, qu'il situe avec ses sources dans la Suède en partie légendaire des premiers siècles de notre ère, jusqu'à la bataille de Ré en janvier 1177, qui marqua un tournant dans les guerres intestines, en précédant de quelques mois l'avènement d'un grand souverain, le roi Sverrir. Au sein de cette longue histoire, Snorri Sturluson s'est arrêté principalement sur l'époque tumultueuse des 9e, 11e siècles, qui vit les Norvégiens tout à la fois se livrer à des raids contre nombre de pays d'Europe occidentale avant de s'implanter durablement dans plusieurs régions de la Grande-Bretagne et de l'Empire franc, coloniser îles et archipels de l'Atlantique Nord, en particulier les Shetland, les Orcades, les Féroé et l'Islande, se doter progressivement d'un État souverain, après les victoires qui furent remportées sur ses concurrents par Harald à la belle chevelure vers la fin du IXe siècle, puis se rallier dans son de farouches résistances à la religion chrétienne que leur imposèrent par le fer et par le feu deux rois évangélisateurs, Olaf fils Trugvi à l'extrême fin du Xe siècle et Olaf fils Harald, dit Olaf le Gros, qui trouva la mort à la bataille de Stiklestad en 1030 et passa à la postérité sous le nom de Saint Olaf. Reposant sur une vaste connaissance des sources orales et écrites qui conservaient le souvenir des actes d'éclat accomplis par les rois et les ducs de Norvège, ce sommet de l'historiographie norroise, qui est l'ouvrage de Snorri Sturluson, se distingue également par la méthode critique et l'exceptionnel talent littéraire de l'auteur, si bien que depuis sa redécouverte au XVIIe siècle, l'histoire des rois de Norvège n'a cessé d'inspirer écrivains et artistes de chacun des 4 pays scandinaves. Et ce fut également dans le livre de Snorri Sturluson, dans ce récit des temps où la Norvège était grande et où l'Islande était libre, que nombre d'érudits et d'hommes politiques, et avec eux une large partie de la population de ces 2 pays, trouvèrent à l'époque moderne des raisons d'espérer le réveil de leur nation, le rétablissement de sa souveraineté. Avant de revenir sur ce dernier point, rappelons brièvement que Snorri Sturluson, qui naquit dans l'ouest de l'Islande en 1179, était issu de l'une des principales familles du pays, qu'il bénéficia d'une solide formation intellectuelle pendant son enfance et son adolescence, qu'il fut bientôt à la tête d'un domaine très vaste et qu'il joua un rôle politique de tout premier plan dans l'Islande de son temps. Élu en 1215 aux hautes fonctions de Lögsegomaður, de récitateur de la loi, Snorri Sturluson présida de ce fait l'Assemblée du Parlement national au Þingvellir pendant plusieurs sessions jusqu'en 1218 et de rechef de 1222 à 1231. Le personnage éminent qu'était devenu Snorri Sturluson vers 1215 était également un poète remarquable. Comme son aïeul Egil Skallagrimsson, il excellait dans l'art skaldique, genre poétique souvent raffiné, parfois contourné, mais toujours tenu en haute estime en Islande comme dans l'ensemble du monde nordique. C'est ainsi que les
souverains de Norvège, s'entouraient volontiers de skalds ou poètes, venus pour la plupart de l'île boréale, qu'ils les faisaient à l'occasion membres de leur garde et qu'ils les couvraient de cadeaux, tant lors de la déclamation de leurs œuvres qu'à l'heure où ils partaient regagner le pays natal. Ce furent précisément les dons poétiques de Snorri qui l'amenèrent à entrer en relation avec l'aristocratie de la péninsule scandinave. Ayant composé un poème en l'honneur d'un duc de Norvège, Snorri en fut remercié par l'envoi d'une épée, d'un bouclier et d'une cotte de maille, présent auquel était jointe une invitation à venir séjourner à la cour de Norvège. En 1218, Snorri Sturluson prit donc un passage sur un navire en partance pour ce pays. Il y demeura 2 ans, en compagnie du jeune roi Hakon et surtout du tuteur de ce dernier, le duc Skuli, qui assurait alors la régence du royaume et avec lequel Snorri se lia durablement d'amitié. Si à maints égards il lui fut profitable, ce premier séjour de Snorri Sturluson en Norvège le plaça également dans une position délicate, partagé qu'il était désormais entre la défense des intérêts proprement islandais et la fidélité dont il s'était engagé à faire montre envers la couronne de Norvège, de plus en plus désireuse d'étendre son autorité sur l'île. Après la fin de son second mandat de récitateur de la loi en 1231, Snorri fut entraîné dans le tourbillon des intrigues qui se nouaient et se dénouaient entre les principaux clans de l'île. Sa situation en Islande devenant de plus en plus périlleuse, il fit à nouveau voile vers la Norvège en 1237, mais ce fut pour retrouver un pays où couvait la guerre civile. Le roi Hakon était en passe de se défaire de la tutelle du prince Skuli. Aussi la tension grandissait-elle entre les partisans des 2 souverains. Snorri séjourna néanmoins 2 hivers dans la province du Trøndelag, auprès de son protecteur Skuli, puis il décida de regagner l'Islande, bravant en cela une interdiction promulguée par le roi Hakon. Désormais, ce dernier le considéra comme un traître à sa cause. 1 an après avoir vaincu et fait exécuter Skuli, Hakon ordonna au chef du parti norvégien en Islande, Gizur Thorvaldsson, de lui livrer Snorri ou de le mettre à mort. Sans tarder, Gizur réunit une petite troupe et se dirigea vers le domaine de Snorri Sturluson à Reykholt. Il y surprit Snorri en pleine nuit, le 22 septembre 1241, et le fit aussitôt tuer par ses hommes. Sous les coups des affidés du roi Hakon disparaissait l'Islandais le plus célèbre de son temps, et aussi, par un paradoxe ô combien tragique, le plus proche de la Norvège, de ses institutions et de ses coutumes. Mais c'est surtout en raison de son grand œuvre historique, la Heimskringla, que le nom de Snorri Sturluson devait à tout jamais demeurer lié à celui de la Norvège. Ce n'est certes pas le seul ouvrage que composa notre auteur. L'Edda en est un autre, et l'importance que possède ce recueil, que Snorri Sturluson a dû rédiger vers 1220, n'est pas moindre que celle de l'histoire des rois de Norvège. Que l'on pense à la première partie de l'Edda, la Gylfaginning, ou mystification de Gylfi, qui constitue une manière de traiter de mythologie nordique, établie à partir d'anciens poèmes, qui de ce fait sont appelés les poèmes édiques. Vous voyez ici le plus célèbre des manuscrits des poèmes édiques, le Codex Regius. Que l'on pense aussi à la deuxième partie, les Skaldskaparmál, qui forment un véritable art poétique, comme tel indispensable pour la connaissance et la compréhension de la poésie skaldique. Cette partie recèle de surcroît un trésor de vieilles légendes héroïques, hérité du passé germanique, trésor d'une richesse incomparable, auquel Richard Wagner puisa amplement lors de la préparation de sa tétralogie. L'étude du statut de l'Edda comme texte fondateur, en particulier dans sa relation avec le Ring des Nibelungen, ayant déjà été faite, et fort bien faite, notamment par le folkloriste islandais Árni Björnsson, il nous a paru souhaitable au cours de ce colloque de nous concentrer sur le versant proprement historique de l'œuvre de Snorri Sturluson, la Heimskringla, en nous attachant à marquer l'influence que cet auteur exerça sur le renouveau du sentiment national dans 2 pays nordiques qui, l'un et l'autre, perdirent leur indépendance au cours du Moyen Âge.
Commençons par la Norvège, puisque le recueil de Snorri Sturluson traite principalement de la dynastie qui unifia ce pays pendant l'époque dite des Vikings. De manière bien caractéristique de la situation à la fois politique et linguistique qui fut celle de la Norvège pendant plusieurs siècles, les deux premières traductions de la Heimskringla furent rédigées et imprimées en danois, qui était la langue officielle du royaume de Danemark et de Norvège. Établie à la fin du XVIe siècle par le pasteur norvégien Peter Clausen, la seconde de ces traductions connut, semble-t-il, une large diffusion dans sa réimpression de 1757. Selon plusieurs témoignages contemporains, l'ouvrage faisait partie de la bibliothèque de nombreux paysans des différentes provinces de Norvège dans les dernières décennies du XVIIIe siècle. Les éminentes qualités littéraires qui sont celles de la Heimskringla, sa narration qui tend à l'objectivité, son style impersonnel, son utilisation de la litote, caractéristiques qu'elle possède en commun avec les meilleures des sagas islandaises, la puissance de la plupart de ses discours et la force de ses dialogues, avec leurs répliques cinglantes qui se gravent aisément dans les mémoires. Toutes ces qualités sont amplement suffisantes pour expliquer le succès que rencontra la traduction de Peter Clausen parmi la population de Norvège. Mais l'intérêt était encore rehaussé par le sujet même de l'ouvrage, avec le récit des hauts faits accomplis par les ancêtres des Norvégiens au cours des premiers siècles du royaume, cette narration de l'âge héroïque du pays formant un vif contraste avec l'époque contemporaine. Ajoutons que c'est dans la Heimskringla que l'on relève quelques-unes des toutes premières manifestations d'un sentiment national, voire d'un nationalisme, dans la littérature scandinave médiévale, comme le montre cet exemple qui est extrait du chapitre 104 de l'histoire du roi Olaf Vistrugvi, Olaf Saga Tryggvasonar, dans lequel Snorri Sturluson décrit les préparatifs de la bataille de Svold, qui se déroula dans le sud de la mer Baltique à l'extrême fin du Xe siècle. Ce combat opposa le roi de Norvège Olaf Vistrugvi à une coalition formée par le roi Olaf de Suède et le roi Sven de Danemark, auquel était venu se joindre le chef norvégien Erik. Ce dernier était le fils du duc de Norvège Hakon le Puissant, qui, après avoir gouverné le pays pendant de nombreuses années, avait trouvé la mort lors d'un soulèvement qui porta sur le trône son adversaire, Olaf Vistrugvi. Citons ce chapitre dans sa traduction française publiée récemment, c'est-à-dire en l'an 2000. Le roi Olaf était debout sur le tillac du serpent, dominant tout à chacun de sa haute taille. Il tenait un bouclier doré, portait un casque lamé d'or et était aisément reconnaissable. Il avait passé sur sa broigne une tunique courte de couleur rouge. Quand il vit que les forces ennemies se rangeaient en ligne de bataille et que les étendards étaient dressés devant les princes, il demanda « Qui commande les forces qui nous font face ?» On lui dit que c'était le roi Sven à la barbe fourchue avec la flotte danoise. Le roi répondit « Nous n'avons rien à craindre de ces poules mouillées. Nulle bravoure n'habite le cœur des Danois. Mais quel est le prince dont on voit les étendards flotter sur l'aile droite vers le large ?» On lui dit que c'était le roi Olaf avec la flotte suédoise. Le roi Olaf déclara « Il eût été préférable pour les Suédois de rester chez eux et de lécher leur coupe sacrificielle plutôt que d'attaquer le serpent défendu par vos armes. » Mais à qui appartiennent ces grands bâtiments qui ont pris place à bâbord des Danois? C'est, dirent-ils, le duc Erik Fishakon qui se trouve là. Le roi Olaf répondit alors « Il doit estimer avoir de bonnes raisons de venir à notre rencontre. Il faut nous attendre à une bataille acharnée avec ces hommes. Ce sont des Norvégiens comme nous-mêmes. » Dans un registre moins cru envers les voisins scandinaves, mais dans une formulation tout aussi flatteuse pour les Norvégiens, on relève dans l'histoire du roi Olaf le Saint une réponse que, selon Snorri Sturluson, le roi de Suède aurait faite quelque 30 ans plus tard à Olaf fils Harald, alors que ce dernier était venu le trouver au retour de son exil en Russie. Je cite la traduction française en cours d'édition. Le roi Olaf demanda au roi Anund quel soutien il lui accorderait pour reconquérir son pays. Le roi Anund répondit en déclarant que les Suédois étaient peu désireux d'entreprendre une expédition guerrière en Norvège. Nous savons, dit-il,
que les Norvégiens sont de rudes et grands combattants et qu'il est difficile de porter la guerre chez eux. À n'en pas douter, de tels propos devaient faire vibrer le cœur des lecteurs norvégiens de la traduction de Peter Cloyson en cette fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, période qui fut marquée par l'importance croissante du patriotisme en Norvège comme dans la plupart des pays d'Europe. Il est instructif de noter à cet égard que de l'aveu même de plusieurs membres de l'Assemblée constituante qui siégea à Eidsvoll, au nord de la capitale actuelle d'Oslo, au printemps de l'année 1814, l'œuvre de Snorri Sturluson joua un rôle majeur dans leur engagement en faveur de la cause norvégienne. Rappelons que cette assemblée se réunit à la suite du traité de Kiel en janvier 1814, traité par lequel le royaume de Danemark, qui venait de subir une défaite militaire, dut céder la Norvège au royaume de Suède. Les représentants des élites norvégiennes se concertèrent pendant plusieurs semaines, puis adoptèrent une constitution et offrirent la couronne de Norvège au prince danois Christian Frédéric, qui occupait alors les fonctions de gouverneur du pays. Comme on le sait, la proclamation du nouveau royaume de Norvège par l'Assemblée d'Eidsvoll ne fut pas entérinée par les puissances européennes, si bien qu'à la suite d'une brève campagne militaire menée par le régent de Suède, Charles Jean-Baptiste Bernadotte, le roi de Norvège dut abdiquer, tandis que le Parlement dut se résoudre à accepter l'union avec la Suède au sein d'un nouveau royaume de Suède et de Norvège, non sans avoir obtenu auparavant le respect intégral de la Constitution qui avait été adoptée à Eidsvoll. Considérablement renforcé par les événements de l'année 1814, le sentiment national s'exprima de multiples manières en Norvège tout au long du XIXe siècle, tant dans les lettres et les arts que dans les sciences et les expéditions polaires, pour ne prendre que quelques exemples. C'est dans ce contexte de ferveur nationale que se situent plusieurs entreprises éditoriales qui visèrent à mieux faire connaître la Heimskringla à l'ensemble de la population du pays. La première d'entre elles était due à l'un des hommes d'Eidsvoll, du nom donné au constituant norvégien, l'historien et homme de lettres Jacob Hall, qui était également un riche propriétaire terrien et industriel. Publié en 2 tomes au cours des années 1838 et 1839, la traduction des Snorre Sturluson Norske Konger Sager, qui avait été établie par Hall, ouvrit la voie à d'autres projets de traduction de l'œuvre. Le plus remarquable d'entre eux fut incontestablement celui du philologue et historien Gustav Storm, qui était l'auteur de travaux érudits sur la littérature norroise en général et sur la Heimskringla en particulier. Édité dans un beau format in quarto, la traduction de Storm, qui sortit des presses de 1896 à 1899, fut illustrée par les plus grands artistes norvégiens, notamment Christian Krogh, Gerhard Munthe, Elif Petersen et surtout Erik Werenskjöld, bien connu pour ses tableaux de la Norvège rurale, peints dans l'esprit du national-romantisme scandinave. Au total, ce furent quelques 220 illustrations disposées dans le texte et environ 125 vignettes initiales, etc., qui vinrent orner cette magnifique traduction de la Heimskringla. Certaines d'entre elles sont restées célèbres, par exemple celles-ci, qui sont extraites de la première partie de l'ouvrage. Ici, avec cette fameuse phrase de l'archer Einar qui s'adresse au roi Olaf. Notons au passage que l'explorateur Fridtjof Nansen, qui était considéré comme le héros national de la Norvège moderne en raison de ses expéditions polaires entreprises à bord du Fram, servit de modèle à Werenskjöld pour le portrait du roi Olaf Fistrugvi. Cette édition prestigieuse suscita un tel engouement qu'à l'initiative de plusieurs hommes politiques, le Folketing, le Parlement d'Oslo, prit la décision en mai de l'année 1900 de subventionner l'impression d'une nouvelle publication de l'ouvrage dans un format plus petit, plus économique, afin de la rendre accessible à l'ensemble du peuple de Norvège et en stipulant qu'elle devait être imprimée dans les 2 langues officielles du pays. La traduction de Storm, conduite en dano-norvégien, fut ainsi imprimée en 70 000 exemplaires
et la traduction néo-norvégien, Nynorsk, établie par Steinar Skeut, le fut en 30 000 exemplaires. Rapporté à une population qui comptait, en ce tournant du siècle, quelques 2 200 000 personnes, avec environ 300 000 foyers, ce total de 100 000 exemplaires indique que la nouvelle traduction de la Heimskringla en norvégien était présente dans environ un tiers des familles du pays, en justifiant pleinement le nom qui lui fut donné alors, celui de National Utgave, ou édition nationale, comme un symbole éloquent de l'importance qu'avait acquise l'œuvre historique de Snorri Sturluson peu avant cette année 1905 qui vit la Norvège accéder pour de bon à l'indépendance et se choisir librement un roi. Venons-en à présent à l'Islande et au rôle fondateur qu'a pu jouer la Heimskringla dans la patrie de Snorri Sturluson. Comme cela a été rappelé précédemment, l'Islande perdit son indépendance au cours du Moyen Âge, plus précisément en 1262-1264, lorsque les habitants des différentes régions de l'île firent successivement allégeance au roi de Norvège. 120 ans plus tard, par l'effet de l'union dynastique qui s'était nouée entre le Danemark et la Norvège, les Islandais devinrent les sujets de la couronne danoise pour de longs siècles. À la différence des Norvégiens, qui pouvaient aisément s'approprier les épisodes relatés dans la Heimskringla, les Islandais, considérés dans leur ensemble, ne firent certes pas de l'histoire des rois de Norvège leur lecture favorite après que les premières éditions des anciens textes norrois eurent été imprimées en Scandinavie ainsi qu'en Islande. Ici, l'intérêt se porta bien davantage, pour des raisons qui s'entendent immédiatement, sur les Islandingasögur, ou sagas islandaises. Ces dernières retracent en effet les aventures, les amours, les rivalités de toutes sortes, les conflits sans fin et aussi les drames que vécurent les ancêtres des Islandais au cours des siècles qui suivirent la période de la colonisation de l'île, entre 870 environ et 930, année de la fondation d'un parlement commun à l'ensemble de la population, appelé de ce fait Alþingi Íslendinga, sur le site des Þingvellir. La Heimskringla n'était cependant pas ignorée des milieux lettrés, d'autant moins que ce furent les savants islandais qui contribuèrent au premier chef à faire connaître en Scandinavie l'œuvre de Snorri Sturluson, d'abord en recueillant à travers les fermes du pays les manuscrits sur parchemin de la littérature médiévale, puis à les faire recopier, à les annoter et à les éditer. Qu'il suffise ici de mentionner le nom du grand Árni Magnússon, qui fut professeur à l'université de Copenhague à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, où il rassembla une très importante collection de manuscrits islandais. Parmi d'autres joyaux, cette collection comprenait le plus ancien manuscrit connu de la Heimskringla. Mais ce dernier fut la proie des flammes, avec de nombreux autres manuscrits, lors de l'incendie qui ravagea Copenhague au mois d'octobre de l'année 1728, la date 1729 sur la gravure, au demeurant excellente et fautive. Seul un feuillet de ce parchemin, qui est daté de 1260 environ, a survécu. Il avait manifestement été distrait du codex par le scribe islandais qui l'avait recopié pour le compte des autorités danoises, puis il avait été expédié à Stockholm avec la copie de l'ensemble de la Heimskringla. Comme dans les autres pays nordiques, le XIXe siècle fut marqué en Islande par une vigoureuse prise de conscience du sentiment national, d'autant plus que la situation de l'île était à bien des égards dramatique au tournant du siècle, après les calamités qui avaient frappé le pays, notamment les éruptions volcaniques particulièrement dévastatrices des années 1783-1784. Le Parlement d'Islande, qui s'était réuni au Þingvellir chaque année ou presque depuis sa fondation en 930, avait été supprimé sur ordre du gouvernement danois en juin de l'année 1800. Et la langue islandaise était elle-même en danger de disparaître, comme l'observa le jeune linguiste danois Rasmus Rask, lorsque ce dernier séjourna en Islande de 1813 à 1815, afin de compléter sa connaissance du vieux norrois par l'apprentissage de l'islandais moderne. Ce fut dans cette situation critique qu'un renouveau s'opéra, sous l'impulsion principalement des savants et des étudiants islandais de Copenhague, mais aussi de plusieurs lettrés danois, tels que Rasmus Rask. La Société littéraire d'Islande, Islenska Bokmentafélag, fut ainsi fondée à Copenhague en mars 1816
avec la participation de Rask. Elle avait pour mission de faire connaître la littérature islandaise ancienne et moderne en publiant des éditions de textes, mais aussi une revue qui fut bientôt un lieu de débat sur nombre d'autres sujets concernant l'Islande dans son ensemble. Dans ces mêmes années parurent deux importants ouvrages du Erasmus Rask. L'un était le fruit de ses recherches en linguistique comparée et portait sur l'origine de la langue islandaise. Il fut publié en danois sous le titre Undersøgelse om det gamle nordisk, eller islandske språkopprinnelse. L'autre était une édition de l'Edda de Snorri Sturluson, introduite et annotée par Rask en islandais moderne. Ces deux ouvrages attirèrent l'attention des élites scandinaves sur le caractère unique de l'Islande, de sa langue et de sa littérature, et apportèrent indirectement un soutien à la cause islandaise, telle que devait la défendre, auprès des autorités danoises, l'historien et philologue Jon Sigurðsson pendant les décennies qui suivirent. Secrétaire de la fondation Árni Magnússon, dont la tâche principale était de procurer des éditions critiques des manuscrits médiévaux qui avaient été collectés en Islande, Jon Sigurðsson se distingua par la qualité de ses publications. Il participa ainsi à la grande édition en 3 volumes de l'Edda de Snorri Sturluson, accompagnée d'une traduction latine qui vit le jour à partir de 1848. Et il commença à éditer, au sein d'une collection fondée par ses soins, le Diplomatarium Islandicum, c'est-à-dire l'ensemble des chartes et diplômes relatifs à l'Islande depuis son peuplement. Un an après le rétablissement du Parlement d'Islande par le roi de Danemark Christian VIII en 1843, Jon Sigurðsson fut élu député de la région des Vestfirðir, la partie la plus éloignée de Reykjavik à l'heure actuelle, cette pince de homard qui s'ouvre sur l'immensité atlantique. Et il joua dès lors un rôle de tout premier plan dans le combat pour le rétablissement des droits de son pays, en se fondant sur son intime connaissance des anciens traités qui avaient été passés entre les Islandais et le roi de Norvège au cours du Moyen Âge. Dans cette vaste entreprise, tout à la fois philologique, historique et politique, la Heimskringla fut incidemment mise à profit par Jon Sigurðsson, comme le montre au mieux l'épigraphe de l'une de ses adresses aux Islandais, texte qui fut publié en 1848 sous le titre Hugvekja til Íslendinga. C'est la citation des premiers vers d'un très vieux poème norrois, les Bjarkamarin Fornu, l'ancien chant de Bjarki, que selon le récit de Snorri Sturluson, au chapitre 208 de l'histoire du roi Olaf le Saint, un skald d'Olaf aurait déclamé au matin de la bataille de Stiklestad afin d'exhorter les hommes au combat. Dager es uppkomin, dunja hana fjadrar, males vilmögum ad vinna ervidi. Le jour s'est levé, les ailes du coq frémissent, il est l'heure pour les vallées de se mettre au labeur. Cette épigraphe d'un article dans lequel l'auteur s'adressait à l'ensemble de ses compatriotes porte éloquemment témoignage de la connaissance qui devait être celle de la Heimskringla en Islande au milieu du XIXe siècle. Dans les années qui suivirent, un autre passage de l'histoire du roi Olaf le Saint fut volontiers cité par les hommes politiques islandais. Il s'agit du discours qu'un chef du nom d'Einar Eyjolfsson, originaire de la région de Eyjafjörður, dans le nord du pays, aurait prononcé au Parlement au cours de la session de l'été 1021. Le roi Olaf de Norvège venait d'adresser aux Islandais une offre d'amitié qui était accompagnée de la demande de lui céder l'île de Grimsey, qui se trouve au large de l'Eyjafjörður. Traversée par le cercle polaire, cette île est la partie la plus septentrionale du territoire islandais, comme on peut le voir sur cette carte de l'Islande moderne et contemporaine. Les chefs du nord du pays s'étaient alors concertés pour décider de la réponse à apporter au roi, et certains d'entre eux se montrèrent favorables à cette proposition. Einar garda longtemps le silence, puis il prit la parole en ces termes. Je cite à nouveau la traduction à paraître. « Si je dois donner mon sentiment, alors je pense que le mieux pour les habitants du pays est de ne pas accepter de verser des impôts au roi Olaf, ni de supporter ici toutes les charges qu'il exige en Norvège. Et cette perte de la liberté, nous ne l'infligerons pas uniquement à nous-mêmes, mais à la fois à nous et à nos fils et à toute notre race qui habite ce pays. Et de cette oppression, jamais le pays ne se défera ni ne se libérera. Mais bien que ce roi soit un homme bon,
comme je crois volontiers qu'il l'est. Il en sera par la suite comme il en a été par le passé lors des successions sur le trône. Les rois sont différents les uns des autres. Certains sont bons, d'autres mauvais. Et si les habitants du pays veulent conserver leur liberté, telle qu'ils l'ont eue depuis que ce pays a été colonisé, le mieux est de n'accorder au roi aucune possibilité d'avoir prise sur nous, que ce soit par une possession de territoire ici ou par le versement de notre part de redevances convenues qui pourraient être considérées comme une soumission. Mais j'estime en revanche qu'il convient que ceux qui le veulent envoient au roi des cadeaux d'amitié, faucons ou chevaux, tentures ou voiles, ou d'autres choses qui sont dignes d'être envoyées. Elles seront d'un bon emploi si l'amitié nous est accordée en retour. Mais au sujet de Grimsey, il me faut dire qu'elle peut nourrir une grande quantité d'hommes, si rien de ce qui sert de nourriture n'en est exporté. Et si une armée étrangère s'y trouve, et que, partant de là, ils arrivent sur de longs navires, je pense que seront alors nombreux les petits paysans à estimer qu'il y a grande presse aux portes de leurs fermes. L'argumentation habile de l'orateur convainquit l'Assemblée de ne rien céder à Olaf, si bien que la première tentative de la couronne norvégienne visant à prendre pied en Islande échoua. Le rappel de ce discours d'Einar Eyjolfsson, ou Einar Thweringer, comme il était volontiers appelé d'après le nom de son domaine de Thverau, constitua ainsi un leitmotiv dans les déclarations des partisans de la cause islandaise pendant la seconde moitié du XIXe siècle et le début du siècle suivant. Des feuilles politiques portant le nom de ce personnage furent imprimées en plusieurs circonstances, comme le montrent ces deux exemples. Le 1er décembre 1918, l'Islande recouvra sa souveraineté au sein du royaume de Danemark et d'Islande. La question des armoiries se posa alors aux dirigeants du pays. Jusqu'à cette date, l'Islande en avait eu plusieurs, les dernières d'entre elles figurant le faucon, dont le symbole avait été jugé plus noble que celui de la morue séchée, qui avait été longtemps utilisé pour caractériser les richesses naturelles de l'Islande et surtout de ses eaux. La proposition qui fut avancée par l'archéologue Mathias Þórðarson, qui dirigeait à l'époque le musée des Antiquités nationales de Reykjavik, fut de s'inspirer d'un chapitre de la Heimskringla dans lequel Snorri Sturluson avait raconté la légende suivante. Dans la seconde moitié du Xe siècle, un magicien, métamorphosé en baleine, traversa la mer de Norvège pour aller reconnaître les côtes de l'Islande. Ce personnage agissait à la demande du roi Harald de Danemark, qui envisageait de conduire une expédition guerrière pour tirer vengeance des Islandais de la strophe infamante qu'ils avaient composée à son endroit. Mais le voyage de reconnaissance du magicien échoua, car de chacune des 4 régions principales de l'Islande, un animal plus ou moins fabuleux ou un personnage gigantesque surgit pour empêcher le magicien d'approcher le littoral et de prendre terre. C'était à chaque fois le chef le plus éminent de cette région qui s'était métamorphosé de la sorte. La proposition de Mathias Þórðarson fut retenue, et il fut décidé que les armoiries du nouveau royaume d'Islande, au sein de l'Union dano-islandaise, seraient les suivantes. Avec l'écu, qui, reproduisant le drapeau islandais, présentait un blasonnement d'azur à la croix de gueule bordée d'argent et qui était surmonté d'une couronne, ces armoiries comprenaient 4 supports. Un taureau à la dextre de l'écu, un géant à senestre, un griffon au-dessus du taureau et un dragon à dextre au-dessus du géant. Dans un dessin sensiblement retravaillé, après la rupture avec le royaume de Danemark et la proclamation de la République d'Islande le 17 juin 1944 au Þingvellir, ce sont ces mêmes armoiries qui ornent aujourd'hui les bâtiments et les documents officiels de l'État islandais, en perpétuant ainsi le souvenir du plus grand fils du pays, Snorri Sturluson, et en illustrant de manière éclatante la fortune politique de la Heimskringla. Je vous remercie de votre attention.